L'histoire du match, bon, elle est toute simple. Durant une mi-temps, l'OL n'est pas bon du tout, on produit très peu de choses. Alors déjà, je tiens à dire que la compo de départ, c'est un 4-2-3-1 qu'a voulu mettre en place Pierre Sage, 4-2-3-1 qu'on a vu, revu, archivu à l'OL avec tout le temps les mêmes conséquences. Je le dis tout le temps, mais quand on met les mêmes ingrédients, les mêmes joueurs et les mêmes animations offensives, bah, faut pas être étonné que le contenu du match soit le même de bout en bout. Voilà. Ce match contre Le Havre, moi j'ai vu des matchs qui ressemblaient beaucoup sous Laurent Blanc, sous Grosso en 4-2-3-1. Rappelez-vous du match pas forcément très fameux qu'on avait joué au Vélodrome, hein, défaite minable 3-0. Rappelez-vous du match contre Montpellier où on se fait éclater en transition attaque-défense parce qu'on n'a pas ce joueur dans les doubles pivots numéro 6 qui est plus dur, plus physique et qui peut casser comme ça une transition rapide, on l'a pas. Et rappelez-vous du match contre Pontarlier, il y a une semaine. Beaucoup ont dit, ouais, mais c'est un match de coupe, tu comprends, Mika, les matchs de coupe, c'est une reprise après la trêve, c'est compliqué pour tout le monde, regarde l'OM, ce qu'ils ont fait, ils ont failli se faire sortir. Et les gars, ça pour moi, c'est la même remarque que tous ceux qui ont dit, après les matchs de préparation en juillet et en août, ah mais les gars, c'est la préparation, c'est pas grave, ça veut rien dire. C'est le même argumentaire. Et pour moi, c'est pas bon. Parce qu'en fait, un match, peu importe le contexte, un match reste un match et elle te donne quelques indications. Contre Pontarlier, moi j'ai vu en tout cas les mêmes symptômes que ce soir contre Le Havre. C'est-à-dire une équipe sans grande idée, une équipe qui, en 4-2-3-1, avec des joueurs de côté qui rentrent tout le temps dans l'axe et qui font entonnoir. J'ai vu un jeu de côté extrêmement défaillant, très très pauvre, qui s'explique aussi par le profil qui pour moi n'est pas très moderne de Mata et Tagliafico. C'est ces deux latéraux quand même assez, je dirais, non pas dépassés, c'est un peu dur, mais dans leur profil de jeu, on est loin des joueurs de côté qui bombardent tout le long du match, tel qu'on pourrait le voir à Leverkusen, à l'Inter avec Di Marco ou Dumfries, Frimpong ou Grimaldo, ou encore dans des clubs plus modestes. Je pense par exemple à un club, je pense à Monaco, Vanderson et Caio Henrique. Voilà, on n'est pas sur du Tagliafico et Mata, c'est autre chose. Moi, je trouve que ces deux joueurs-là ont un niveau qui est correct, c'est pas des mauvais joueurs, mais en termes d'intention de jeu, de proposition de jeu, c'est ultra minimaliste. Et plus le temps passe, et plus j'ai le sentiment que Tagliafico et Mata se cantonnent à un rôle strictement défensif. Et hier, vous me direz les gars si on est d'accord là-dessus, moi j'ai pas en souvenir une action où Tagliafico a centré. J'en ai pas. Après, dans ce 4-2-3-1-là, comme je l'ai dit aussi, Tolisso et Cacré ont besoin d'avoir derrière eux une caution défensive. À défaut d'avoir un 6 dur et plus physique qui va compenser leurs défauts, notamment à l'impact, il te faut une caution défensive. Et tout l'intérêt du 3-4-2-1, ça a été d'installer derrière eux 3 centraux qui ne bougent pas et qui apportent de l'agressivité. Rappelez-vous les bons matchs, en tout cas les matchs sérieux qu'on a fait en 3-4-2-1, je pense à le match contre Toulouse, par exemple, contre Nantes ou Monaco, eh bien, c'est des matchs où, derrière, défensivement, Tchaleta Tsar ou O'Brien n'ont pas hésité, ou Lovren aussi, n'ont pas hésité à venir chatouiller des pieds d'attaquants, n'ont pas hésité à venir presser très haut, sortir de leur bloc défense pour agresser l'adversaire. Ça, ils l'ont fait. Et naturellement, je pense que ni Cacré ni Tolisso n'ont l'impact physique et l'agressivité dans la puissance pour faire mal aux joueurs adverses. Ça, ils l'ont pas. Ils ont d'autres qualités, mais ils n'ont pas ce profil de numéro 6 puissant, récupérateur, qui fait de grosses différences physiques. Moi, dans ma tête, quand je parle d'un numéro 6 puissant qui va gratter des ballons et faire mal à l'impact, je pense typiquement en Ligue 1 à un profil comme Zakaria à Monaco. Voilà, c'est ce profil-là. C'est le joueur qui va, par sa puissance, par sa présence, son envergure, faire mal. Et il fait très mal, il est rapide, il est costaud, il est bon de la tête, il est bon au pied. Voilà, ça, on l'a pas. On l'a pas. Malheureusement, ce défaut-là, ça fait quand même 1 an et demi qu'on en parle. Hein. 1 an et demi qu'on parle d'un numéro 6, on l'a toujours pas. Je pense que le schéma de départ de Pierre Sage en 4-2-3-1 n'a pas du tout aidé les joueurs. D'ailleurs, Pierre Sage, c'est le flop du match pour moi. Hein. Je le retirerai après aussi. Mais il est coupable de A à Z. Tous ses choix ont été mauvais. Mais ce 4-2-3-1 n'a aidé personne parce qu'en fait, quand tu mets sur un côté Cherki, qui est naturellement porté vers l'axe, bah, le côté droit a été très peu animé. Il y a plein de séquences de jeu, notamment au bout de 15-20 minutes de jeu au début du match, où je voyais clairement non plus un 4-2-3-1, mais une sorte de 4-4-2 losange, avec Cherki qui se réaxait en 10. Et du coup, à droite, comme Mata ne monte pas beaucoup et apporte quasiment rien sur le plan offensif, bah, c'était très pauvre, très très pauvre. Il y a plein de séquences de jeu où on voit
typiquement nos 3 milieux de terrain, donc Maitland-Niles, Tolisso et Cacré, qui veulent trouver un relais à droite, mais il y a personne. Il y a personne. Je mettrai dans la vidéo la heatmap de Cherki sur le match contre Le Havre. Vous allez voir, sur la heatmap de Cherki, il est partout et nulle part à la fois. Il est plus souvent à droite quand même, il est un peu dans l'axe, il est un peu à gauche, en fait il est partout. Et au final, tu perds un peu en cohérence et en équilibre d'équipe. Mais ça, désolé de le dire Pierre Sage, mais ce constat-là, si moi je le fais, alors que je n'ai pas le BEPF, je ne suis pas entraîneur, je suis simple amateur de foot et qui aime un petit peu la tactique, si moi je fais ce constat-là, il doit le faire aussi. Le 4-2-3-1 avec des joueurs de côté qui ont des profils hyper axiaux, pas très dynamiques, pas très percutants, parce que Cherki n'est pas non plus un joueur de percussion, c'est un joueur balle au pied de position, mais pas de percussion. Morera, pas au niveau, ça on l'a dit on va le dire encore une fois, mais c'est un joueur qui n'a rien à faire ici. Bref, quand tu as des joueurs de 4-2-3-1 qui n'animent pas les côtés, qui sont dans la possession et pas dans la verticalité, tu t'exposes tout le temps aux mêmes difficultés, à savoir que tu es prévisible, tu as un jeu qui est arrêté, sans idée, stéréotypé, et tu n'as pas ce joueur qui peut sur 2-3 mètres créer une différence par la course. Je le demande depuis des semaines. Nous n'avons pas de milieu de terrain à l'OL qui, sur la course, peut faire mal. Tu ne l'as pas. Que tu prennes Cherki, que tu prennes Tolisso, Cacré, Morera, pour des raisons très diverses. Certains portent trop le ballon, certains ne font pas les bons choix, certains sont physiquement un peu émoussés, d'autres n'ont pas le coffre pour le faire physique. Tu n'as pas de joueur qui, par la course, fait mal à l'adversaire. C'est tellement important. Le foot de maintenant, il est devenu tellement standardisé, physique, compact, dense, que si tu n'as pas ce joueur qui, à la course, peut te faire une grosse différence parce qu'il va prendre le ballon sur 3 à 4 mètres, accélérer, faire mal, percuter, si tu n'as pas ce profil-là, tu es dans la merde. Prenez le Classico qui a eu lieu hier en Supercoupe d'Espagne, le Barça Real. Ouais, quand tu as un Vinicius, quand tu as un Rodrigo, ça aide. Ouais, ça, c'est clair que ça aide. En Ligue 1, quand tu as un Barcola, quand tu as un Mbappé ou un Dembélé, oui, ça aide beaucoup. Quand tu as des joueurs comme ça, comme à Lille, quand tu as un Zegrova, quand tu as un joueur de percussion qui va vite et qui fait mal et qui va très très vite vers l'avant, oui, ça aide. Parce qu'en Ligue 1, le niveau est tellement homogène, tu as tellement peu de différence entre les bonnes équipes, les équipes moyennes et les faibles équipes, il y a peu d'écart, donc ça se joue à quoi ? Ça se joue à une prise d'initiative, ça se joue à une accélération, ça se joue à une différence individuelle, ça se joue beaucoup là-dessus en Ligue 1. Et malheureusement, t'as pas ce joueur-là, tu ne l'as pas. En seconde mi-temps, c'était quand même nettement mieux. Il y a eu, alors à 10 contre 11, il y a eu quand même une phase d'embellie. On a eu quelques situations, je pense à Tolisso qui fait une sorte de reprise un peu acrobatique, qui passe à 1 mètre des cages. Je pense au but, évidemment, de Lacazette, qui est un beau but, d'ailleurs sur une belle passe de Cherki qui fait une belle différence balle au pied, pour le coup, il faut le souligner aussi. À 10 contre 11, il y a eu des choses un petit peu positives. Il n'y a pas que du mauvais dans ce match-là, il y a aussi un peu de positif. Mais c'est pas suffisant. C'est pas assez. On l'a dit, l'Olympique Lyonnais 2023-24 n'a pas de marge de manœuvre sur personne, en fait. Tous les matchs seront des batailles, tous les matchs seront compliqués, et il n'y a aucun match qui sera donné à l'OL. Ça, il faut l'intégrer là-dedans. Il n'y a aucun match qui sera facile. Partout où on ira, quiconque on recevra au Parc OL, ce sera tout le temps dur, car en fait, tu n'as pas la matière technique pour, à défaut d'avoir un collectif, pour faire de grosses différences. Donc voilà, au final, un match où tu perds, pour moi, c'est juste mérité, parce que tu produis un contenu qui est très pauvre durant une mi-temps, tu te reprends un petit peu en seconde mi-temps, mais tu es en fait pénalisé, tu es handicapé par des défaillances individuelles qui sont tellement fortes. Alors on peut les évoquer, si on passe au flop du match. Je peux dire Lopez, je peux dire nos défenseurs centraux, O'Brien, Chalet-Tatsar, qui ont été tellement mauvais dès le coup d'envoi du match. Je peux faire référence au double pivot Cacré-Tolisso. Je peux évoquer le match tellement mauvais de Morera qui n'a pas le niveau Ligue 1, qui au mieux, je pense, a le niveau, allez, on va être sympa, N2, N1, contre Pontarlier, contre une N3 Pontarlier. Il n'a pas été, je pense qu'il n'a pas été au-dessus de la mêlée. C'est son niveau, en fait. Voilà. Faut pas se leurrer. Quand tu prends des joueurs qui n'ont aucune référence du plus haut niveau, si ce n'est un peu de Youth League, sois pas étonné que sur le terrain, tu as un rendu qui est très pauvre. C'est juste mérité. Voilà, comme je dis tout le temps, la qualité, elle a un prix. Et quand tu ne payes pas le prix de la qualité, malheureusement, tu en payes les conséquences tôt ou tard. Voilà, je tiens à le dire, il est stupide. Quand tu multiplies 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois les mêmes erreurs au cours des matchs auxquels tu prends part,
C'est pas tout à fait du hasard. Voilà, c'est pas du hasard, c'est que tu as quelque part une défaillance de compréhension du jeu et voilà, c'est un joueur qui je pense sur le plan QI foot est très, très limité. Il a des qualités, c'est pas techniquement un mauvais joueur, mais voilà, dans tous les aspects de compréhension du jeu, l'aspect tactique, il est tellement mauvais, c'est pas possible, quoi. Lui encore, hein, tout comme Moreira, sa place, elle est en N3, elle est pas en Ligue 1, hein. Ça, faut être clair là-dessus. Évidemment, O'Brien en énorme difficulté, tout comme Chalet Tatsar, les deux ont pris un rouge et pour moi, c'est quasiment une faute de leur part parce que quand tu prends leur intervention sur les Havrais qui valent rouge, hein, il n'y a strictement rien à dire d'ailleurs au passage, mais les deux fautes sont grossières. Elles sont grossières, elles sont malvenues, elles pénalisent l'équipe et elles sont le signe, pour moi, d'une fébrilité qui est frappante. En fait, euh, on peut critiquer Dejan Lovren, on peut dire que Lovren est moins bien que l'an passé, qu'il est moins en jambes, que physiquement il a un peu diminué, qu'il est moins vif, moins tonique. Tout ça, je suis prêt à l'entendre. Mais il y a un constat qui s'impose à tout le monde, et on devrait tous être d'accord pour le dire, c'est que Lovren, quand il n'est pas là, c'est pas la même sauce pour O'Brien et puis Chalet Tatsar. C'est beaucoup plus dur pour eux. Moi, je vois des joueurs qui sont perdus sans un taulier derrière eux, à leur côté. Je vois deux joueurs qui ne savent pas quoi faire, qui ne prennent pas les bons choix, qui font des erreurs grossières, qui sont en retard sur le marquage, qui laissent des espaces assez béants dans leur dos. Je vois des joueurs qui ne savent pas quoi faire. Et pour le coup, c'est presque logique. On parle quand même d'un joueur pour O'Brien qui a 22, 23 ans dans mon souvenir, 21 ans je crois, qui n'a aucune référence au plus haut niveau, si ce n'est un peu de D2 en Belgique, qui en plus découvre une culture nouvelle, une langue nouvelle, un pays nouveau, une ligue nouvelle. Faut pas être étonné que le gamin, du haut de ses 21-22 piges, ait quelques difficultés à être un leader. C'est pas anormal, c'est même logique. On parle d'un joueur qui déjà vient de nulle part. Personne ne l'espérait à ce niveau-là, en tout cas pas moi. Il fait de plutôt bonnes prestations dans son registre. Faut pas non plus trop en demander, quoi. C'est voilà. Et à ses côtés, un joueur comme Chalet Tatsar, qui, on le sait très bien, c'est un joueur qui a des qualités de puissance dans le duel aérien, qui est très bon relanceur pied droit, pied gauche. Mais on le découvre pas, le Croate. On l'a vu à Marseille, on l'a vu au Southampton. C'est un joueur qui, sur le plan qualitatif, a de vraies qualités. Mais sur le plan mental et psychologique, il est extrêmement défaillant. On l'a vu à l'OM, quand c'était plus dur pour lui, quand il y avait la gronde des supporters à son égard, il a coulé, il a sombré. En Angleterre, quand vous demandez à tous ceux qui ont suivi un petit peu son parcours à Southampton, tous vous diront, c'est pas un mauvais joueur, mais mentalement, il est tellement fragile. Et moi, hier, j'ai vu un joueur fragile qui, sans son compère Dejan Lovren, il est perdu. Il est perdu parce qu'il lui manque ce guide, ce leader qui a du leadership, de l'expérience, de la maturité. Voilà, on peut critiquer Dejan, hein. On peut dire qu'il n'est pas forcément tout le temps bon, pas toujours juste. Pas de souci, moi je l'entends. Je ne suis pas forcément un pro Dejan Lovren, même si je l'aime beaucoup. J'irai pas jusqu'à le défendre coûte que coûte. Mais sur le terrain, il y a un fait qui est là. Depuis qu'il est absent, moi je vois une équipe qui est beaucoup, beaucoup moins sereine sur le plan défensif. C'est peut-être pas un hasard, hein. Faut aussi qu'on se le dise. Sur le terrain, il y a un joueur qui, à mes yeux, caractérise beaucoup, beaucoup des problèmes de l'équipe actuellement. C'est Anthony Lopez. Je sais qu'à l'OL, il a un lobby très actif qui le soutient corps et âme. Dans la presse locale, dans la presse nationale, il y a beaucoup de gens qui sont ses relais pour dire que c'est un bon gardien, qu'il progresse, qu'il est important, qu'il est décisif. Bref, toute la litanie que l'on connaît des pros Lopez. Moi, je suis désolé. De base, je vais être transparent avec vous, je ne suis pas un grand fan du profil d'Anthony Lopez. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Pour moi, il est trop soumis à ses émotions. C'est un joueur qui n'arrive pas à se contrôler. D'ailleurs, reprenez le but sur corner de Lloris, le frère d'Hugo Lloris. Il fait la parade, on en reparlera après, juste avant, une parade ridicule. Et dans la foulée, il est là, il s'excite à alpaguer ses coéquipiers, il leur gueule dessus. C'est un joueur qui n'est jamais dans le contrôle. Il ne se maîtrise pas. Et je pense que son parcours à l'OL, il est plombé par ce manque de maîtrise. Il est trop dans l'affect, Anthony Lopez. Et ça, c'est juste un point parmi d'autres. C'est un gardien qui n'est pas très grand, 1m83, 84 dans mon souvenir, c'est pas énorme pour les gardiens modernes, entre guillemets. Quand tu prends le profil des gardiens du top 15, top 20 européen, tu n'en as quasiment aucun, si ce n'est rare exception. Je pense à Araya, à Arsenal, mais ça n'existe pas en fait. Tu n'as pas de gardien de moins d'1m88, ça n'existe pas. Tu prends tous les gardiens, j'en cite quelques-uns, tu prends Onana, tu prends Donnarumma, tu prends Neuer, tu prends Oblak, tu prends Ter Stegen, tu prends Mike Maignan, tous ces gardiens sont entre 1,88-89 et 1,97. C'est ça le foot d'aujourd'hui. Et le but que prend Lopez sur le corner, il est tellement révélateur de
de tous ses défauts. Mais tous. La frappe, honnêtement, au ralenti, tu te dis, il peut largement mieux faire. Il peut, je pense, la dévier et en 2 temps la capter. C'est vraiment jouable. Non seulement il fait une parade qui ne sert à rien. La parade photo, je m'envole, petite photographie au passage. Vous avez vu comme je suis beau en l'air. On s'en fout en fait. C'est pas efficace, c'est pas judicieux, c'est pas pertinent. Il va alpaguer tout le monde. Ouais, replace-toi, mets-toi en place. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas normal. Temporise, calme le jeu. T'as 33 ans, t'es pas tout le temps irréprochable. Temporise, calme, va pas commencer à incendier Cacré ou O'Brien en leur disant de se bouger le cul. Non, tranquille, t'as le temps, ne communique pas ton stress à l'équipe. Voilà. Et ça, il le fait trop souvent. Et le pompon, bah, c'est le corner. Et là, le corner sur un plan technique, je suis désolé, ceux qui me diront c'est compliqué de sortir, ça va trop vite. Non, c'est faux. Moi, je reste convaincu que si tu mets un gardien qui fait 1,90 minimum et qui a plus d'envergure, le but, tu le prends jamais. Parce que le ballon atterrit aux environs des 5,50 m. C'est pas injouable. C'est un corner qui n'est pas tendu. Il est assez haut. Il replonge. Il peut largement mieux faire. Mais largement. Un bon gardien, top 5 Ligue 1, logiquement là-dessus, il sort, s'interpose, il la capte et il soulage toute l'équipe et il communique son calme à toute l'équipe. Il en est incapable parce que sur le plan technique, c'est un petit gardien qui n'est pas maître dans sa boxe. Loin de là aussi, il n'a pas la puissance pour aller s'imposer au duel face à des colosses comme Lloris, comme Zakaria, comme Anthony Mounier. Il n'a pas ce profil-là, donc il n'ira pas en fait. Lui, c'est un gardien dynamique, c'est un gardien de duel au sol, mais c'est pas un gardien aérien. C'est cruel, mais il te faut des gardiens qui ont une dimension physique. Il te faut des gardiens qui vont, par leur présence, leur envergure, leur largeur, vont venir occuper l'espace, capter un ballon chaud et faire du bien à toute l'équipe en fait. Et ça, il l'a pas. Mon deuxième flop du match, il est en dehors du terrain et c'est pour le coup Pierre Sage. Parce que Pierre Sage, pour moi, il a eu tout faux, mais de A à Z. Et pas que sur le match. Je pense qu'il a eu tout faux depuis maintenant une semaine. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu vas saccager une forme de cohérence d'équipe en 3-4-2-1 pour installer un 4-2-3-1 qui n'a jamais marché. D'ailleurs, il le dit bien, il l'admet en conférence de presse après-match, il dit clairement qu'il a mis 3 fois en place le 4-2-3-1 et à chaque fois, défaite. Donc, Pierre Sage, je n'arrive pas à comprendre son choix. Pourquoi tu veux t'entêter comme ça avec un dispo qui ne marche pas, avec des joueurs qui n'arrivent pas à l'animer correctement et qui n'ont pas le profil pour l'animer? Je ne saisis pas. Pour moi, c'est un mystère. En fait, j'ai ma théorie là-dessus et je voulais vous la dire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Moi, je pense que Pierre Sage, il est tombé dans une forme de péché de confiance, un excès de confiance. Je pense au fond de moi qu'il s'est dit qu'il y avait un début d'embellie. On a tous constaté, c'est vrai. Et il s'est dit qu'il était temps peut-être de remettre un petit peu le jeu au cœur de l'équipe. Le jeu JEU. Bah, moi, je pense l'inverse. Je pense qu'on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Et à tous ceux qui ont retiré l'alarme d'urgence trop tôt, trop vite, en disant c'est bon, ça va le faire. On a une bonne équipe qui mérite mieux que ce qu'elle ne vaut. Sage a trouvé la formule. Eh ben non. Non. Je redis non encore. La logique de l'enjeu sportif doit encore et toujours et jusqu'à la fin de la saison primer sur celle du jeu. L'enjeu avant le jeu. C'est terrible à dire, mais je pense qu'il faut qu'on fasse collectivement une croix sur le jeu cette année. C'est tout. Moi, je me suis fait une raison. On n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner et prendre des points. Le 3-4-2-1 t'offre une stabilité qui va à tout le monde. Tu as 3 axiaux, dont 2 qui sont pas des leaders mentaux et psychologiques, qui ont besoin d'avoir à leur côté un joueur d'expérience qui les canalise et qui leur montre un petit peu le chemin à suivre. Et tu démontes tout en fait. Et en faisant ça, bah, tu fragilises tes 2 axiaux qui sont Tchatsar et O'Brien, tu les fragilises, tu leur casses leur repère de défense à 3. Bref, tu fragilises tout le monde en fait. Tu mets Cherki sur un côté, alors qu'on sait qu'il n'a pas le coffre ni l'attitude physique pour être un joueur de percussion. Il l'a pas, il sait pas le faire, il peut pas le faire, c'est comme ça malheureusement. Tu mets en position 8-10 un peu offensif Maitland-Niles qui n'a pas du tout, mais là encore, je m'étonne des choix de Pierre Sage, il n'a pas du tout le profil du joueur créatif qui peut comme ça, dans le dernier tiers, créer une différence balle au pied. Il l'a pas. Tu mets Morera qui n'a pas le niveau Ligue 1. Mais en fait, c'est quoi le problème, Pierre Sage? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi subitement tu veux tout changer comme ça? Lucas Perry, la gestion du cas Perry, je n'arrive pas à comprendre. Tu fais venir un joueur du Brésil qui vient pour être logiquement, au moins jusque juin, a priori, la doublure d'Anthony Lopez. Premier match officiel, tu le fous en tribune.
et tu mets Bengi numéro 2. En termes de logique de management, c'est quoi ça? Et ça, c'est un peu une de mes craintes envers Pierre Sage. J'ai le sentiment que c'est un coach qui sait très bien que cette équipe-là, l'effectif est tenu par 3-4 joueurs qui ont un poids qui est énorme dans l'équipe. Et pour être, entre guillemets, bien vu de l'équipe, et pour être entendu de l'équipe, il est prêt justement à concéder des choses qui, pour moi, me choquent en fait. Ça me choque. Voir Lucas Perry en tribune pour son premier match avec l'OL dans le groupe de l'OL, moi, ça me dérange. D'autant plus que le numéro 1, entre guillemets, est loin d'être irréprochable et a montré beaucoup de lacunes. Sa conférence de presse, là encore, moi, ça me choque. Ça me choque. Quand il dit ouvertement que Anthony Lopez n'est pas concurrencé par Perry parce qu'il a une sorte de statut, qu'il est plutôt bon, qu'il fait des bons matchs, donc il va jouer et qu'il n'y a aucun motif pour qu'on change l'équilibre des gardiens, moi, ça m'interpelle. C'est pas ma définition de la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est peu importe qui tu es, peu importe ton profil physique, technique, peu importe d'où tu viens, si tu es meilleur que le joueur A à l'instant T, eh ben, tu joues. Et je trouve qu'en termes de management, c'est peut-être, à mes yeux, la première grosse, très grosse erreur de Pierre Sage. Donc pour toutes ces raisons, Pierre Sage, c'est mon gros flop de la semaine. Je n'ai absolument rien compris à ce qu'il a voulu faire. Tactiquement, choix absurde, lecture du match que je n'ai pas comprise non plus, choix de joueurs que je n'ai pas compris non plus, et la gestion du cas Perry qui, moi, m'interpelle beaucoup. Ceci étant, pour finir là-dessus la vidéo, les gars, petite parenthèse sur l'après-match. David Friot a pris la parole pour critiquer l'arbitrage. C'était un petit peu l'intervention du FC ouin, comme je dis souvent. C'est pas trop mon truc. Moi, je t'avoue que critiquer l'arbitrage, c'est pas trop mon délire. Même si là, il faut le dire, Monsieur Angoula a été juste... Lui et ses sbires de la VAR ont été catastrophiques parce qu'il y a aucune cohérence. Donc je comprends ce que Friot a voulu dire. C'est bien, je pense qu'il fallait le faire une fois, mais après stop, quoi. Voilà. Faut pas non plus que ce soit une rengaine tout le temps. Qui rappelle un passé pas si lointain d'ailleurs. Je pense qu'on gagnerait à ne pas tomber dans des petits délires complotistes d'arbitrage. Voilà. C'est ce que moi je pense pour le foot, en tout cas à l'OL. Maintenant, j'admets aussi que Angoula a été juste catastrophique. Et ce qui est pour moi le plus dérangeant dans le foot en Ligue 1, tel que l'entend l'arbitrage français, c'est que tu as un peu le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures. J'ai vu le match Nice-Rennes, où en gros, tu as un cas de figure quasiment identique, où y a une grosse faute qui ressemble beaucoup à celle sur Mata d'ailleurs. Entre les 2 cas de figure, Rennes-Nice et Le Havre-OL, 2 cas de figure assez identiques, même quasiment identiques, 2 conséquences différentes. Pour l'un, faute, pour l'autre, rien. Moi, ça me dérange. Il y a une forme d'inéquité entre les équipes, entre les jugements, entre les arbitres, et tu te dis, mais en fait, est-ce qu'ils ont tous la même grille de lecture? C'est plus ça, moi, qui m'interpelle et qui me dérange. Après, pour tout le reste, ma foi, oui, il y a péno sur Mata, il y a carton rouge pour Perry, évidemment, tout le monde l'a vu. Il y avait rouge sur O'Brien, il y avait rouge sur Charlie Tatsar, il y avait sûrement penalty sur la main du Havre sur le corner, je crois, dans mon souvenir. Oui, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais, par pitié, ne tombons pas dans l'excès consistant à dire qu'on se fait voler, qu'il y a un complot LFP contre l'OL, machin. Moi, ce discours-là, j'y suis vraiment insensible. Ça m'exaspère parce qu'en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Un OL sérieux, appliqué, investi et cohérent doit faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait contre le Havre. Voilà, il faut, avant de tailler l'arbitrage de Monsieur Angoula, soyons lucides sur tous nos manques, et ils sont énormes.